on passe, vous avez évoqué tout à l'heure la sécurité, qui est en lien aussi avec les justices, on parlait de valeurs. Je crois que dans votre programme, il y a aussi le rétablissement des peines planchées. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que Jordan Bardella mettra en place s'il est élu à ce niveau-là? Effectivement, nous souhaitons le rétablissement de ces peines planchées, puisque lorsque un délinquant aujourd'hui passe à l'acte, il y a tout un travail réalisé par nos forces de l'ordre, une interpellation, pardon. Et c'est un travail considérable, c'est une démarche également qui est coûteuse pour la société et qui ne porte pas ses fruits puisque automatiquement, aujourd'hui, il va être relâché à nouveau dans la nature, donc il va repasser à l'acte. Il va repasser à l'acte à plusieurs reprises. On appelle ça les multirécidivistes. Donc nous, ce que nous souhaitons faire, c'est qu'au premier cas de récidive, il y ait une peine ferme. Donc nous souhaitons également qu'il y ait des courtes peines également qui soient prononcées. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de places en prison. Moi, je ne propose pas de libérer des places en prison et de mettre tous les détenus dehors. Ce que nous proposons, c'est construire davantage effectivement de places en prison et d'augmenter le nombre de magistrats pour désengorger nos tribunaux et pouvoir appliquer des peines courtes, parce que c'est ça qui permettra de lutter contre la récidive. Aujourd'hui, il y a 78 000 détenus pour près de 61 000 places. Oui. Ce n'est pas un programme que vous pouvez appliquer tout de suite. De fait, les prisons, notamment les maisons d'arrêt, sont surpeuplées. Comment vous faites pour mettre en place ce programme? Eh bien, déjà par la prévention, ce que nous souhaitons également faire, c'est étendre et rendre obligatoire la police municipale dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce qui permettra de prévenir, puisque effectivement, lorsqu'il y a plus de forces de l'ordre dans nos rues, automatiquement, il y a moins de délinquance, dans un premier temps. Ensuite, à partir du moment qu'une peine planchée sera établie, qu'une courte peine sera réalisée, automatiquement, il y aura moins de délinquance derrière. C'est un peu un cercle vicieux. Celui qui a déjà purgé de la peine, il va moins, effectivement... il n'y a jamais eu autant de personnes incarcérées en France et vous dénoncez régulièrement quand même un sentiment d'insécurité. Je ne sais pas si c'est efficace. Voilà. Il y a un autre problème, c'est Villeneuve, par exemple, qui est, je crois, sur votre circonscription, oui. Je parle du centre pénitentiaire, qui a notamment une aile fermée, faute de surveillants en nombre. Je crois qu'il y a aussi un problème de sous-effectif à l'AVO, en tout cas que dénoncent les syndicats. Est-ce que vous avez des réponses à apporter à ces agents pénitentiaires et pour mettre en place votre programme aussi? Alors, il y a une véritable problématique effectivement autour des agents pénitentiaires, c'est qu'il s'agit d'un métier qui a très peu d'attractivité parce que déjà par rapport aux conditions de travail, il faut dire qu'ils sont en sous-effectif. Après, c'est encore le serpent qui se mord la queue. Le gouvernement, là récemment, a permis aux agents pénitentiaires d'avoir le niveau 4, donc c'est déjà ça permet justement de leur donner un peu d'attractivité envers le métier, mais c'est surtout qu'ils sont énormément également remis en cause et c'est une des mesures que nous souhaitons porter, c'est remettre en place aussi la protection fonctionnelle pour qu'ils soient mieux accompagnés et parce qu'ils ont le sentiment également que tout est donné aux détenus et très peu au final aux agents pénitentiaires. Donc ça nous permettrait de redonner de l'attractivité effectivement à ce métier qui est essentiel, d'avoir à nouveau des surveillants parce qu'il en manque également surtout dans nos écoles. Monsieur Géraldin, quelle est la politique pénale du Front populaire? Est-ce que vous plaidez aussi pour une forme de réponse plus sévère ou au contraire vous préférez vous axer sur la prévention? Je sais qu'il y a le retour de la police de proximité dans les propositions. Oui, le retour. Alors ça a été un de nos grands échecs sur les 30 dernières années. C'était la fin de la police de proximité. J'ai ce débat virtuel avec François Baroin qui continue de défendre le tournant qui a été pris sous le gouvernement Sarkozy. Pour moi, les faits démontrent à quel point c'était une folie. Elle était budgétairement très sympathique, mais elle a produit
non seulement une efficacité moindre, et donc une insécurité plus grande, et surtout, elle a déconnecté la présence policière de contact avec la population. Je veux dire, entre les matchs de foot organisés et puis le fait des îlotiers qui tournent et qui connaissent les populations auxquelles ils s'adressent, eh ben, il y avait un choix à faire. Et moi, je pense que l'une des priorités, c'est de remettre... moi, je dis souvent, chez moi, il faut mettre du bleu. Et j'assume totalement. J'assume de dire qu'il faut qu'une présence policière raisonnable, républicaine. Moi, ils sont tous équipés de GoPro, en plus de tout ce qu'il y a de possibilités, sauf le LBD. Ils ont des tasers, etc. Ils peuvent se défendre, mais ils sont là pour aider la population et être des interlocuteurs. À côté, il y a la prévention avec des agents de médiation formés qui interviennent et qui jouent un rôle dont je veux dire ici à quel point il est utile à la population. Donc, il faut jouer sur tous les leviers. Après, en matière carcérale, les places de prison, c'est pas extensible. Bon, quand on est 6 ou 7 par cellule, j'ai du mal à penser que on est tout. Hein, mais ça arrive, si, je vous assure, ça arrive. Moi, j'ai lu en diagonale le rapport de la défenseur. Personnes qui dorment sur un matelas dans les voilà, cellules. donc c'est la santé. Non, mais c'est une situation qui est dramatique, et c'est une situation qui n'est pas, enfin, qui n'a rempli aucune fonction, ni sur le plan des valeurs humaines, ni même sur le plan de l'efficacité et de la récidive. Donc, on peut se donner des leçons. Moi, je vais vous dire que vous êtes une horrible réactionnaire, vous allez dire que moi, je suis un immonde gauchiste, mais ça ne sert à rien. La vérité des prix, c'est que quand il n'y a pas de programme associé à la réinsertion des détenus, il y a plus de chances que ça recommence. Point barre. Je veux dire, tout le monde le sait, dans le monde entier, sauf en France, où il faut absolument qu'on ait des positions totalement éthérées, totalement déconnectées de la réalité auquel nous sommes confrontés. Donc, je reviens sur l'essentiel de ce que je voulais vous dire et qui peut heurter éventuellement mes collègues. Je pense que nous avons un problème d'autorité qui doit s'incarner par des réponses de fermeté sur un certain nombre de débordements. Voilà. Mais vous savez, moi je constate, je dis souvent ça dans les réunions de quartier chez moi, c'est quand même très étonnant que dans ce pays, on se moque allègrement du code de la route et que tout le monde veut avoir un ralentisseur, bon, pas devant chez lui, mais juste à côté, hein, pour faire tomber la vitesse. C'est quand même des dépenses qu'on pourrait s'éviter et qui pourraient être mises ailleurs. Donc il y a aussi, moi en tant que député, en tant que maire, en tant que tout ce que vous voulez, je me réserve le droit de dire aussi à mes interlocuteurs et aux citoyens et citoyennes, je fais comment? Parce que, voilà, je veux dire, on est aussi, c'est ça la gestion, c'est ça le gouvernement, c'est répondre à des injonctions contradictoires et trouver le chemin qui permette d'avancer. Pour ça, il faut éviter de se balancer les assiettes à travers le visage, je vous le concède. Mais les réponses sur le plan pénal et sur le lien entre médiation, prévention donc, et puis répression, il doit être refondé, mais comme un certain nombre de valeurs de ce pays. Ouais, voilà, je dois vieillir un peu, mais moi je considère que nous avons un problème de valeurs qu'il faut traiter. Nous sommes devenus bien trop souvent des consommateurs ou des clients, et beaucoup plus rarement des citoyens. Et ça, c'est un problème. Je n'avais pas prévu de vous en parler, mais puisque vous parlez un peu de sécurité routière, l'année dernière, il y a eu 34 morts dans ce département sur les routes. Ça fait partie aussi de la sécurité. Est-ce que vous, député, vous seriez favorable à durcir la lutte contre la délinquance de la route? Peut-être revenir sur certaines limitations de vitesse. On sait qu'il y avait eu le passage à 80 avec un retour à 90 sur certains grands axes. Quelle est la position du Rassemblement national, par exemple, sur cette question? Il faut dire également que la première cause de mortalité, c'est dû à la consommation d'alcool et la seconde cause de drogue. Donc déjà, je pense qu'il faudrait permettre aussi à nos forces de l'ordre de leur donner des moyens de lutter contre les trafics de drogue. Parce que même au sein de notre département et au sein de la circonscription, ces délits... Justement, est-ce que les routiers, pardon, vous qui demandez de la sévérité sur le plan judiciaire, est-ce que vous avez cette même sévérité avec ceux qui parfois
se comportent mal sur nos routes. Et voilà. Est-ce que aussi vous avez cette filiation sur ce thème-là? Alors, je ne suis déjà pas pour le rétablissement, pas pour le retour aux 80 km à l'heure. Nous en avons suffisamment ces dernières années lutté, effectivement. Nous sommes pour le 90. C'est pas à 80, lorsqu'on est à 80 ou 90 km à l'heure, que ça va changer effectivement quelque chose. Les homicides qui ont lieu, les homicides routiers qui ont lieu pour excès de vitesse, généralement, lorsqu'ils sont plutôt 20, 30, 40 km au-dessus de la vitesse autorisée. Donc, il faudrait davantage, effectivement, de contrôle routier, par exemple. Mais il faudrait d'abord d'avoir suffisamment de forces de l'ordre pour le faire. Un mot, monsieur le maire. Moi, je ne suis raisonnable en voiture que depuis quelques années. Alors, je ne vais pas donner le leçon de morale. J'ai d'ailleurs fait quelques stages qui m'ont un peu fait changer d'attitude sur la route. Non pas tant que j'étais un fou du volant, mais je conduisais trop vite. Voilà. Je ne suis pas forcément pour le retour à... Je trouve que c'est bien, moi, que parfois ce soit 80, parfois c'est 90. Ça va très bien. Si les gens respectaient le 80 et le 90, ce serait bien. Moi, je vous assure que chez moi, je ne leur demande pas de faire du zèle. Moi, je leur demande juste de respecter la vitesse qu'on a mis. Parce que si on a mis la vitesse, bah, par exemple, c'est parce qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. Il y a un virage. C'est tout bête, hein, mais enfin, sincèrement, il y a des moments, je trouve que nous ne sommes pas assez simples dans l'explication qu'une règle, elle a quand même plus souvent des origines assez logiques et rationnelles que pour embêter le monde. Voilà. Et notre esprit gaulois devrait de temps en temps apprendre un peu l'humilité et de se dire que bah, on n'est pas les plus à même de juger la validité d'une règle. Il faut simplement la respecter avant même de râler. Un mot aussi de santé. Dans votre circonscription comme ailleurs dans le département, mais voilà, la question se pose aussi dans la partie rurale, mais pas seulement. Vous nous en direz peut-être un mot, monsieur le maire de La Chapelle-Saint-Luc. Est-ce qu'il faut, en quelques mots, obliger les médecins, notamment les jeunes médecins qui concluent leurs études assez longues, à s'investir dans des déserts médicaux? On sait que les généralistes qui sont actuellement dans les maisons médicales sont assez âgés, qu'ils vont partir en retraite et qui risquent de laisser un grand vide derrière, et c'est assez inquiétant pour les populations. Olivier Jardin, est-ce que vous qui avez SOS Médecins dans votre commune, est-ce que vous êtes favorable au caractère obligatoire ou est-ce que vous préférez inciter les médecins à s'investir dans ces déserts médicaux? On a SOS Médecins qui sont restés et qui ont développé d'ailleurs leur activité. Et puis on a aussi une maison médicale qui est le résultat d'un investissement majoritairement public, avec des médecins qui sont des médecins libéraux. Je ne vous cacherai pas que je pense, comme sur beaucoup de sujets, que c'est un ensemble de mesures à la fois sans doute un peu contraignantes pour les médecins. J'en suis désolé, mais je ne vois pas comment on continue sur ce rythme. Je ne vois pas. Donc il faut trouver un accord avec eux. Sur les conditions dans lesquelles les choses pourraient se passer, pour que ce ne soit pas spoliateur, mais qu'il y ait quand même une prise de conscience de ce à quoi nous sommes exposés. Pour qui a été ces derniers temps, c'est mon cas malheureusement, aux urgences de Troyes, voilà, pour lui ou pour les siens, ça fait peur, quoi. Enfin, quand vous vous dites que vous ne voulez plus aller aux urgences, parce que vous avez peur, ça va mal, quoi. Donc, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que de reposer cette question aux professionnels médicaux et que moi, j'attendrai d'eux qu'ils trouvent aussi avec nous des solutions. Ensuite, je pense que on a fait des tas d'aides, etc. Je vous dis, on a une maison médicale à La Chapelle et il y a des choses très très bien qui se font localement. Je pense sincèrement que là, il y a un investissement des collectivités territoriales sur l'environnement médical. Je ne dis pas simplement sur l'aide à l'installation, sur la chambre, etc. Ils ne payent plus de loyer. Je pense qu'on a un travail à faire qui a été en partie fait par le département. Ça, c'est un bon point pour lui. Et puis, je vois le travail qui est fait sur TCM, c'est pareil. J'équilibre, hein, parce que sinon... se fâche rapidement. Mais très sérieusement, je pense que l'attractivité de notre territoire peut venir de la pointe technologique des outils que nous proposons
aux professionnels médicaux. C'est-à-dire, on leur dit bah, venez chez nous parce que vous allez voir, vous allez travailler sur la télémédecine, vous allez travailler sur des infrastructures qui sont des robots, etc., avec des disciplines qui sont de pointe. Alors, dans tel secteur, du côté de Villeneuve, ce sera ça. Du côté de Nogent, ce sera ça. Du côté de Romilly, ce sera ça. Du côté de l'agglomération, ce sera ça. Et d'avoir comme ça une attraction possible de notre territoire par le cadre professionnel offert justement à ces professions médicales et paramédicales. Madame Ranc, sur cette question. Écoutez, je peux ne que constater cette situation également de par le fait que je sois une femme. On a des problématiques également pour trouver des gynécologues, le fait que je sois une mère. J'ai 3 enfants en bas âge. Donc les problématiques pour trouver des disponibilités pour un pédiatre, pour un ORL, pour un orthophoniste, un orthodontiste, elles sont réelles. Et j'ai pu également constater cette problématique en tant que députée ces 2 dernières années. Je suis membre également du Conseil territorial de la santé qui a été ouvert, qui a été créé l'année dernière et qui permet justement de faire ces remontées et d'essayer de trouver une solution avec l'ensemble des acteurs de la santé. Justement, cette solution, est-ce que ça passe par l'obligation Je pense pas, non, je ne suis absolument pas favorable au fait d'obliger. Je pense qu'il faut inciter. Inciter aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a énormément de départs à la retraite. Nous avons été bloqués pendant des années par le numerus clausus. Aujourd'hui, nous le sommes également par le numerus apertus. Nous, ce que nous souhaitons faire dans un premier temps, mais bon, ça va prendre du temps, nous avons bien confiance, c'est lever ce numerus apertus pour qu'il n'y ait plus de seuils minimums qui sont aujourd'hui actuellement en place au sein de nos facs de médecine. Et à court terme, ce serait de retarder le départ à la retraite de ces médecins, de ces infirmiers, en les incitant, en exonérant par exemple leurs impôts sur les revenus. Ça leur permettrait de rester et de permettre à ceux qui sont actuellement encore à l'école de médecine, qui étaient suite à la levée du numerus clausus, de pouvoir les remplacer. Ensuite, nous souhaitons également alléger et faciliter le dispositif cumul emploi-retraite également. C'est une solution à court terme, mais je pense qu'il y a un travail considérable à faire sur le sujet et malheureusement, ça ne se fera pas en 3 mois, en 6 mois ou en 1 an. Je vous vois trépigner. Non, mais d'abord, il faut que j'arrête de donner l'impression que je trépigne, parce qu'on me dit que non, mais vous avez raison, vous envoyez un message pour me dire qu'il faut que je reste zen, mais je suis zen. Mais là, vous voyez, madame, on touche aux confins de vos difficultés, de vos contradictions. Premièrement, si jamais vous enlevez les médecins et les personnels soignants d'origine étrangère et étrangère sur ce territoire, vous allez voir que ça va faire un drôle d'effet à la population. Non mais vous l'avez soigneusement évité, mais c'est étonnant parce que vous auriez pu dire qu'il contribue aujourd'hui à résorber des situations qui seraient autrement plus dramatiques. Et comme elles sont déjà dramatiques, je vous laisse imaginer ce à quoi nous pourrions être confrontés. Ça, c'est le premier point. Et vous voyez bien que vous avez une contradiction. C'est-à-dire que vous allez arriver au pouvoir, vous allez faire le droit du sol dans les 3 mois, et puis vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez accepter des immigrés. D'accord ? Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quand même assez étonnant. Mais ça ne m'étonne pas de vous, parce que plus le temps passe, et plus votre parti devient libéral dans toute l'acception du terme, sauf quand il s'agit de proclamer qu'il faut de l'ordre. Hein, on proclame qu'il faut de l'ordre, mais alors, il ne faut surtout pas dire aux médecins que peut-être on pourrait discuter de la manière dont on pourrait contractualiser leur présence là où on a besoin d'eux. Les études sont payées. Les études en France sont payées par la collectivité. Est-il choquant de demander à des professions qu'éventuellement, dans des conditions qu'on pourrait voir avec elles, vous voyez, je suis laxiste, hein, eh bien, on trouve des solutions pour qu'elle donne à la société. Pourquoi ? Là, vous reculez et là, vous allez même sur un plan qui, moi, me choque, c'est qu'il faut maintenant, dès que quelqu'un fait quelque chose, il faut lui enlever les impôts. Donc les jeunes de moins de 30 ans, hein, ils ne payent pas d'impôts. Vous l'avez maintenu, ça je ne sais pas, parce que c'est tellement bizarre comme mesure. Tiens, 30 ans, tu es milliardaire, tu ne payes pas d'impôts, 31 ans, tu es ouvrier, tu payes des impôts. Non mais,
je caricature. Non, mais je caricature. Non, mais je caricature. Non, mais il y en avait beaucoup avant. Hein. Donc, c'est juste qu'on a enlevé. Vous savez, c'est comme plein de choses. Hein. C'est comme plein de choses qui nous paraissent choquants aujourd'hui et qui, il y a 40 ans, étaient tout à fait normales, y compris la répartition entre le capital et le travail. Vous voyez, je vous dis, on est quand même passé dans un drôle de monde. Il y a 30 ans, 40 ans en arrière, il y avait, je vous assure, il y avait des riches en France. Eh bien, ils payaient beaucoup plus d'impôts. Eh bien, ça ne les empêchait pas d'être riches. Et il y avait même des pauvres, il y avait peut-être un peu moins. Mais vous voyez, c'est des choses comme ça qui me... Mais là, franchement, sur cette histoire médicale, là, il faut forcer personne, dire rien à personne, s'excuser, et puis éventuellement leur dire, vous ne payez pas d'impôts. Mais enfin, comment voulez-vous faire tenir une société comme ça ? Comment vous imaginez qu'en privilégiant d'un côté et en contraignant de l'autre, sauf sur j'ai bien compris que sur la sécurité routière, il fallait quand même respecter un peu la vie des gens. Vous voyez, c'est pas clair votre truc. C'est pas clair, ça fonctionnera pas et c'est pas financé. Voilà. Parce que là, vous venez de me sortir une nouvelle exonération. On va arriver à ces questions de financement et d'économie parce que moi, ça m'intéresse de débattre. Il paraît que nous, on veut mettre la cabane sur la tête du chien, mais j'attends de pouvoir démontrer qu'il n'en est absolument pas le cas. Temps dans votre conclusion, si vous le souhaitez. Ah, d'accord. Je vous laisse répondre. Je vais revenir sur la question des médecins étrangers. Justement, j'allais rebondir sur ces médecins étrangers. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous allez nous annoncer que nous allions supprimer l'immigration en France. Mais non, je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Eh bien non, je ne l'ai pas dit non plus. Nous ne souhaitons pas supprimer l'immigration en France, nous souhaitons la contrôler. Vous, c'est facile, vous souhaitez ouvrir la porte à tous les étrangers. Nous souhaitons la... C'est bon, d'accord, ok, oui, d'accord. Voilà, la table est blanche, la table est blanche, la table est blanche, d'accord, ah ben elle est blanche. La mauvaise foi. Sur les médecins Ce étrangers. serait ouvrir. Vous souhaitez aussi légaliser tous les. Mais rien du tout, madame, rien du tout. Rien. Non, alors si, mais alors attendez, je veux que les choses soient claires. Vous avez raison. Non, non, pas du tout. Non, je vais vous dire parce que comme ça, on ne va pas être d'accord et ce sera très bien. Je suis évidemment, fort logiquement, pour la régularisation de situations qui doivent l'être, parce que manifestement, ça fait des années que des gens travaillent dans ce pays, etc., remplissent des fonctions qui sont vitales. Il y a plein d'exemples qui ne nécessitent pas d'avoir fait des études et des expertises extraordinaires pour voir qu'il y a des fonctions qui sont remplies par des gens, qui sont des gens qui aident et qui... Mais si, il y a dedans des clandestins, et donc il faut les régulariser. Et si vous arriviez au pouvoir, vous auriez deux choix. Renoncer à votre promesse, ou faire ce qui est normal, c'est-à-dire les régulariser. Et ce que je vous dis, moi, c'est que vous allez devoir, si jamais vous arrivez au pouvoir, mais j'espère que vous en empêchez en tout cas ici, vous ferez soit vous dédire, soit, malheureusement, comme sur beaucoup de sujets, montrer aux Français que vous avez menti. C'est tout. Je n'ai pas eu ma réponse sur les médecins étrangers, toujours pas. Je me permets de le relancer. Est-ce que pour lutter contre la désertification médicale, parce qu'il faut faire appel à ces médecins qui sont déjà assez nombreux à l'hôpital et aussi dans la médecine de ville, dans certaines maisons médicales. Est-ce que vous êtes favorable à aller chercher des médecins étrangers pour soigner les aubois ? Nous ne souhaitons pas supprimer l'immigration en France. Nous souhaitons la contrôler, la limiter. Nous ne souhaitons pas une explosion. Nous sommes à 500 000 étrangers en France. Nous ne souhaitons pas augmenter ce seuil de 50%. Et en l'occurrence, quelques médecins au sein des départements, ça ne va pas augmenter considérablement l'immigration que nous avons en France. D'accord. Donc nous sommes absolument pas contre, effectivement, le temps effectivement que les mesures soient mises en place, que ce soit sur long terme, sur court terme, la levée de ce numerus apertus, l'attractivité qui remonte également dans nos campagnes, puisque c'est aussi lié à ces problématiques de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nos ruralités s'enfuient parce qu'il y a également cette problématique de pouvoir d'achat. Donc à partir du moment qu'il y aura un certain nombre de problèmes qui sera résolu, nous lutterons intrinsèquement avec la désertification médicale. Très bien. Je vous propose qu'on passe à la conclusion. On a dépassé un peu les temps qu'on avait prévus. Je vous laisse conclure en premier, puis on finira par Madame Ranc. Ça vous va, Monsieur Girardin ? Oui, je rappelle simplement qu'on a donné la possibilité à chaque candidat de choisir le sujet sur lequel il voulait conclure ce débat. Voilà. À vous. Moi, la situation dans laquelle nous nous trouvons,
nécessite qu'on se rassemble. Et si on se rassemble, ça veut dire qu'on est différent au départ. Sinon, on ne se rassemble pas. Voilà, on est juste ensemble dès le départ et c'est la situation du parti de Madame Ranc. Voilà, ils vont se rassembler entre eux. Moi, si j'appelle au rassemblement, c'est parce que je crois qu'il est temps, dans ce pays, d'offrir une perspective et c'est le moment parce que la situation peut être dramatique pour nos concitoyens si jamais le Rassemblement national arrivait au pouvoir. Et donc, je me sens l'expérience, les convictions pour pouvoir rassembler. Mon sujet, ce sera de représenter le territoire. Avec mes convictions, personne ne doute que je les mette dans ma poche. Mais vraiment avec cette volonté de faire ce que je décline sur les fonctions qui sont les miennes, en travaillant avec tout le monde au niveau de TCM. Je n'ai pas les mêmes opinions politiques que François Baroin, par exemple. Je travaille avec lui sur des sujets. Je travaille aussi au département en disant ce que je pense, mais en essayant aussi de faire avancer les questions. Et donc, je prendrai à bras-le-corps toutes les problématiques. Je pense au développement local économique. Vous savez, moi, je suis maire depuis 17 ans et donc je gère une entreprise de 350 salariés. Je suis aussi confronté à des difficultés qui sont à la fois celles de mes agents, qui ont du mal à vivre de leur travail. Moi qui ne peux pas les augmenter dans des conditions évidemment à fond perdu. Je suis aux prises avec la maladie française des normes qui changent en plus. Et toutes ces questions-là, je ne dis pas que j'aurai les mêmes conclusions que mes interlocuteurs, mais je comprends et je comprendrai quels sont les sujets qui les préoccupent sur le terrain. Comme sur les questions de sécurité, comme sur les questions d'agriculture, comme sur les questions de santé. La question de la santé, la question du sentiment d'abandon que nous pouvons ressentir aux quatre coins de ce département est un vrai sujet qui va au-delà du problème de la santé ici, des services publics là, des petits commerces à cet endroit. Nous avons un problème de remettre, alors là je vais employer le terme, de l'ordre dans notre manière de concevoir nos politiques publiques et sans doute faire des priorités. Moi c'est tout ce travail-là que je veux faire. Je veux dire, je suis, peut-être qu'à l'occasion de cette perspective funeste, du drame auquel nous pouvons être confrontés, de l'arrivée de Madame Ranc et de ses amis au pouvoir, parce que derrière l'absence totale aujourd'hui de propositions, il y a quand même une logique qu'on a vue à l'œuvre dans les propos qui sont tenus, dans la manière dont les choses se mettent en œuvre quand ils sont en responsabilité. Au-delà de ça, peut-être qu'en face, en respectant chacun dans ses convictions, il y a peut-être des politiques publiques à construire sur le terrain en étant un peu plus apaisé et un peu plus soucieux du bien commun plutôt que de la cuisine politicienne. C'est ça que je veux incarner, c'est ça que je me sens la possibilité d'incarner et c'est ça que j'ai l'espoir de faire triompher le 7 juillet. Madame Ranc. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre invitation, pour l'organisation de ce débat. J'espère que ce dernier aura permis d'éclairer nos électeurs. Pour certains, je pense, ils vont mettre un nez également dans nos programmes respectifs dans sa totalité. J'ai été députée pendant 2 ans. J'ai été à l'écoute des revendications de beaucoup d'électeurs. Et si j'ai eu à cœur de faire remonter ces revendications, de les porter auprès des ministères, d'essayer de modifier les textes de loi pour répondre à leurs attentes pendant ces 2 ans, dans un groupe parlementaire de l'opposition, j'ai véritablement à cœur de véritablement répondre à leurs demandes en proposant et en votant, en modifiant effectivement via le programme qu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter, ces attentes. Et j'espère effectivement que les électeurs qui nous ont écoutés, les électeurs qui se déplaceront aux urnes la semaine prochaine, ont conscience que la coalition que nous représentons avec le Rassemblement national, aux côtés également de M. Éric Ciotti, des Républicains, de Marion Maréchal Le Pen également,
que nous proposons une alternance, que nous sommes effectivement un rassemblement qui porte les mêmes valeurs et que nous avons la volonté d'œuvrer pour rétablir effectivement l'ordre à la fois dans nos institutions, dans nos politiques publiques, dans nos finances publiques, dans nos rues. Et nous travaillerons pour cela de concert. Je n'oublie pas, et je l'ai, je pense, pas suffisamment rappelé pendant ce débat, à quel point votre groupe parlementaire que vous souhaitez former avec l'ensemble des candidats qui se portent également qui se proposent aux urnes dimanche. Je ne dis rien, mais là, vous exagérez. Vous n'êtes pas dans le même mouvement, dans le même parti. Je sais, mais oui, mais je vous laisse répondre puisque je vous interpelle. Donc c'est important, c'est effectivement important de le rappeler à nos électeurs. Je siégerai au groupe socialiste, je suis socialiste, je suis désolé d'être socialiste, mais je suis que socialiste, donc arrêtez de me prêter. Il y a un seul même. Et puis on a déjà eu ce débat au début. C'est important, je ne l'ai pas Je vous laisse conclure sur votre message. Ça, vous avez pas à nos électeurs. Dimanche prochain, s'ils votent pour M. Girardin, ils votent pour un groupe parlementaire constitué de la France insoumise également. Je suis désolé de vous le dire, c'est totalement faux. Vous ne pouvez pas dire une contre-vérité, c'est pas possible. Vous êtes déjà, je crois... ouais, mais bon, c'est fatigant. Je ne suis pas constitué de la France insoumise. Ça va. Je vous remercie. Vous faites votre business. Merci à vous. C'est des politiques aériennes. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de campagne à tous les deux, puis on se retrouve dimanche. Merci.